suis Sébastien Platran, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. Il y a une procédure particulièrement désignée pour ça, c'est la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, alors qui techniquement n'est pas basée sur l'état de droit, mais elle est basée sur les valeurs de l'Union. Or, parmi les valeurs de l'Union figure l'état de droit. C'est une procédure qui permet, si elle est poussée jusqu'à son terme, de suspendre les droits d'un État dont on considérerait qu'il a violé de manière grave et persistante les dites valeurs de l'Union. Mais le problème, c'est qu'il est très difficile à activer, puisque pour constater la violation grave et persistante, il faut l'unanimité des États membres, moins celui qui fait l'objet de la procédure. Il existe une autre procédure qui est la procédure préventive, toujours à l'intérieur de l'article 7, qui permet de constater un risque grave de violation, un risque sérieux de violation, qui est moins exigeant du point de vue procédural, puisqu'il n'exige qu'une, entre guillemets, majorité des 4/5e, mais le problème, c'est qu'il n'a qu'une valeur, on va dire symbolique, politique, puisqu'il ne permet pas de suspendre les droits d'un État membre. C'est cette procédure préventive qui a été activée par la Commission européenne contre la Pologne. La Commission européenne a activé la procédure préventive, celle qui permet de constater un risque de violation, et ce pour des raisons stratégiques en réalité, parce que la Commission européenne est tout à fait assurée qu'on est au-delà du risque et qu'il y a une violation grave et persistante de l'état de droit en Pologne, qui est liée à un certain nombre de choses, et notamment à la mise au pas, on va dire, de la Cour constitutionnelle, du tribunal constitutionnel polonais, et au fait que désormais, après avoir avec efficacité mis au pas le tribunal constitutionnel, le gouvernement oriente désormais son regard sur la justice ordinaire, en essayant de prendre le contrôle de la Cour suprême, et en essayant de prendre le contrôle également de la nomination des différents juges. Donc la violation, elle est consommée, mais c'est juste pour éviter l'exigence d'unanimité que la Commission a choisi cette procédure préventive, parce qu'elle sait très bien que plusieurs pays, de toute façon, seront toujours du côté de la Pologne. On sait depuis longtemps que la Hongrie est du côté de la Pologne. On présume que ce sera peut-être aussi le cas de la République tchèque et de la Slovaquie, dans le cadre du groupe de Visegrad. Et on a appris, il y a quelques jours, que les États baltes ont également annoncé qu'ils refusaient de sanctionner la Hongrie. Et donc, il se pourrait finalement que même la majorité des 4/5e, on ne puisse pas l'atteindre. Ce que je dirais sur cette procédure, c'est mieux vaut tard que jamais, puisque la Commission a commencé à adopter des recommandations contre la Pologne il y a déjà un moment. Il y a eu 3 recommandations successives qu'à chaque fois la Pologne a ignorées. Et ce n'est qu'au terme du délai qu'avait accordé la Commission européenne après sa 3e recommandation que la Commission européenne a finalement décidé d'activer l'article 7. Et activer, même pas vraiment, puisque la Commission a fait une proposition au Conseil d'activer l'article 7 en décembre, mais en laissant 3 mois, encore 3 mois à la Pologne pour obtempérer, on va dire, pour suivre ses ultimes recommandations. Et ce délai va arriver à son terme le 20 mars, et on verra ce qui va se passer, mais la Commission européenne n'a pas exclu de retirer sa proposition si jamais elle estime que la Pologne a fait des progrès. Ce qui, à mon avis, est probablement peut-être pas tout à fait légal du point de vue de l'équilibre institutionnel. Il y a une jurisprudence de la Cour de justice sur le retrait des propositions de la Commission. Elle est assez restrictive. Normalement, la Commission européenne n'est pas censée pouvoir retirer une proposition parce que ça équivaut à lui donner un droit de veto. Elle n'a pas. Donc je ne suis pas tout à fait sûr que ce retrait qu'envisage la Commission soit tout à fait légal. Mais c'est la situation. La Commission a dit qu'elle pourrait retirer cette proposition si elle estime que la situation s'est améliorée.
situations ne sont pas du tout comparables, puisque lorsque en 2000, il y a eu une simple entrée du FPO, du parti d'extrême droite, au gouvernement autrichien. Un membre du gouvernement faisait partie du FPO, mais sans aucun acte concret. Et à cette époque-là, c'est vrai que l'arrivée du FPO au gouvernement autrichien avait soulevé une vague d'indignation, une vague de peur dans l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs suite à cette entrée du FPO au gouvernement autrichien que la procédure de l'article 7 avait été enrichie de sa phase préventive qui n'existait pas à l'origine. À l'époque, on avait mis sur place une espèce de comité des sages qui devait surveiller l'Autriche et qui avait conclu que jusque-là, l'Autriche n'avait rien fait pour attenter aux droits de l'homme. Je remarque ici deux choses. Deuxièmement, la première chose, c'est que le FPO est à nouveau entré au gouvernement autrichien. Et les choses ont bien changé puisque le FPO est à nouveau entré au gouvernement autrichien dans une indifférence quasi générale. Aujourd'hui, plus personne s'en émeut véritablement. Et puis la différence avec la Pologne, c'est que le gouvernement polonais, lui, a entrepris toute une série d'actions concrètes. Donc, dans le cas de l'Autriche, il y avait une crainte, on va dire, prospective, le crainte que l'arrivée du FPO au gouvernement entraîne dans l'avenir des mesures liberticides, alors que là, il y a des mesures liberticides qui ont été consommées. Dans un discours du 17 septembre 2017, Frans Timmermans, qui est le vice-président de la Commission européenne, a estimé que la situation en Hongrie n'était pas comparable à la situation en Pologne. Et ça donne à penser que selon lui, la situation en Pologne est pire que la situation en Hongrie. C'est extrêmement contestable. Alors, il est très difficile, évidemment, de mesurer le pire, mais il y en a qui le font, et notamment l'organisation Freedom House, qui a essayé d'établir un classement, qui établit de manière régulière un classement des pays en fonction de leur degré de démocratie, etc., classe la Hongrie au dernier rang des États membres de l'Union européenne, du point de vue de leur respect des valeurs de l'état de droit et du libéralisme et de la démocratie. La Hongrie est toujours considérée comme, selon ce classement, un pays libéral, mais tout en bas est un peu borderline. Donc l'argument de Timmermans consistant à dire que la situation en Hongrie n'est pas la même qu'en Pologne, elle est très contestable. Certains auteurs ont essayé d'analyser cette différence de traitement et je pense que je suis d'accord avec leur raisonnement selon lequel il y a plusieurs raisons. La première, c'est que probablement le mal qui a été fait en Hongrie est déjà fait et que quelque part on ne peut plus rien faire et quelque part la différence de traitement serait un aveu d'impuissance. Puis il y a aussi une autre possibilité qui est plus subtile. En Hongrie, le parti de Viktor Orban a une majorité tellement importante au Parlement que dès son arrivée au pouvoir, il a pu modifier la Constitution. Et sur la base de cette Constitution modifiée, il a pu adopter toute une série de mesures. Ce qui n'est pas le cas en Pologne. Et peut-être, c'est une hypothèse, mais peut-être que l'Union européenne est plus à l'aise à dire à un État comme la Pologne, vous ne respectez pas votre propre Constitution, que dans le cas de la Hongrie, où elle a modifié sa constitution et où finalement il y a cette espèce de couverture constitutionnelle des actions entreprises par le gouvernement, où là, l'Union européenne serait dans la position de dire « Ok, vous respectez votre constitution nationale, mais vous ne respectez pas les principes de l'Union européenne ». Ça pose peut-être des problèmes plus complexes de légitimité de l'action de l'Union européenne. Mais ça, c'est juste une hypothèse. Au final, en conclusion de tout ça, j'aurais tendance à dire que la différence de traitement entre la Pologne et la Hongrie est très difficile à justifier. Il y a quelques pistes qui sont intéressantes et qui seront intéressantes à suivre dans les mois, les années qui viennent. La première, c'est la question de la conditionnalité des fonds structurels. C'est une question qui est actuellement débattue puisque nous sommes actuellement en plein débat
sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. On arrive à la fin du programme financier pluriannuel 2014-2020. On est en train, l'Union européenne est en train de négocier le suivant. Et un des éléments qui est discuté, et à cause précisément du contexte hongrois et polonais, ce serait de soumettre l'attribution des fonds structurels à une conditionnalité, c'est-à-dire que les fonds structurels ne pourraient être alloués aux États que s'ils respectent les valeurs de l'Union ou un certain nombre de valeurs fondamentales. Il y a deux problèmes avec ça. Il y en a un qui est, je dirais, procédural. Le cadre financier pluriannuel doit être voté à l'unanimité par le Conseil, et on voit mal la Pologne et la Hongrie voter en faveur d'une telle conditionnalité. Et puis j'y vois aussi un vice, puisque utiliser les fonds structurels comme arme, ça aboutit forcément à créer une arme qui n'a pas la même portée pour les pays riches ou pour les pays qui sont consommateurs de fonds structurels. Et ça, je pense que c'est éventuellement un problème, c'est-à-dire que vous avez une arme qui structurellement a plus d'impact sur des pays qui ont besoin des fonds structurels que sur les pays comme la France qui sont contributeurs nets. Un deuxième moyen peut-être d'améliorer la garantie de l'état de droit, c'est par la justice européenne. Je pense notamment à un arrêt qui a été rendu par la Cour de justice il y a quelque temps, fin février 2018, l'arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses, pardon pour mon accent, dans lequel la Cour de justice considère qu'elle est compétente pour apprécier l'indépendance des juges nationaux et pour contrôler des mesures nationales qui sont de nature à restreindre l'indépendance des juges nationaux. En l'espèce, il s'agissait d'une affaire de réduction de salaire qui touchait tous les fonctionnaires et qui touchait aussi les juges, et une association avait estimé que ça portait atteinte à l'indépendance de la justice. Et la Cour de justice a utilisé, non pas la Charte des droits fondamentaux, mais elle a utilisé l'article 19, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne, qui dit que les États doivent se doter de recours effectifs pour garantir le droit de l'Union européenne. La Cour de justice a entendu ça de façon très large. Un recours effectif, c'est un recours qui est rendu par un juge qui présente un certain nombre de caractéristiques liées à l'état de droit. La Cour de justice d'ailleurs mentionne également, lie l'article 19 avec l'article 2 sur les valeurs de l'Union et donc avec l'état de droit. Et ce faisant, elle dit la chose suivante, toute mesure nationale qui affecte des juges qui potentiellement, à un moment donné, peuvent se trouver en situation d'appliquer le droit de l'Union, sont des mesures dont la Cour de justice peut connaître. Alors ça, c'est très intéressant dans deux perspectives. D'abord, la perspective d'un recours en manquement contre la Pologne. La Pologne, la Commission a lancé, pas encore un recours, puisqu'on est encore dans la phase précontentieuse, et la Commission européenne a lancé une procédure en manquement contre la Pologne, précisément basée sur l'article 19, paragraphe 1. Et donc, vu cette récente jurisprudence, ça pourrait donner des résultats tout à fait intéressants. Et puis, très récemment aussi, la Haute Cour d'Irlande a posé une question préjudicielle à la Cour de justice, aussi en rapport avec la situation en Pologne. La Haute Cour était saisie d'un mandat d'arrêt européen qui avait été émis par une autorité polonaise, et la Haute Cour d'Irlande se demande si, vu la dégradation systémique de l'état de droit en Pologne, systémique, est-ce qu'il est encore possible pour un État membre de l'Union européenne de déférer au mandat d'arrêt européen délivré par la Pologne. Ça serait très innovant comme solution, parce que jusque-là, la Cour de justice a considéré qu'il était possible de ne pas exécuter un mandat d'arrêt européen en raison des conditions dans lesquelles ce mandat d'arrêt européen en particulier a été émis. Il y a déjà eu des cas comme ça. Mais pour des raisons systémiques de dégradation de l'état de droit, ce serait quelque chose de très important. Ça irait encore plus loin que la jurisprudence qui a déjà été produite par la Cour de justice. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, et du coup ça pourrait aboutir à paralyser dans une certaine mesure les mandats d'arrêt européens qui ont été émis par la Pologne, tant que la situation ne sera pas devenue normale.